Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes. Lancement des Restos du Cœur. Les distributions ont débuté ce lundi. Nous étions présents sur le site d'Élancourt. L'entreprise Renault a profité d'une journée de sensibilisation pour signer un 6e accord handicap. Nous y avons rencontré un salarié sourd. Nous entendrons son témoignage. Créer son entreprise sur les bancs de l'école, une initiative que le gouvernement souhaite encourager. Un plan d'action devrait voir le jour début 2014. Nous irons à la rencontre d'étudiants entrepreneurs dans notre dossier de la semaine. Et cette semaine, nos invités nous présenteront Avenir 78, un projet qui cherche à créer une politique commune autour de l'économie sociale et solidaire dans le département. Donc, les responsables des 4 organismes à l'initiative de cette superstructure, on peut dire, donc ils sont Ygraine, Yvelines Active, Profession Sport et BGE. Nous détaillerons donc dans un instant les détails de ce projet. On se retrouve donc du coup dans quelques minutes et on passe avant à l'actualité économique de la semaine. Pour la 29e année consécutive, les Restos du Cœur lancent leur campagne d'hiver. À Élancourt, la trentaine de bénévoles présents au centre social s'activaient déjà ce lundi. L'an dernier, ils ont délivré près de 48 000 repas. Reportage. À moins qu'elle veuille autre chose. Des sardines. Des sardines. Des sardines à la tomate. Et vous faites le thon. Tes lunettes. Ce lundi, démarrage de la 29e campagne d'hiver des Restos du Cœur à Élancourt. Une trentaine de bénévoles étaient présents pour accueillir sur place hommes, femmes et enfants bénéficiaires. Des bénévoles approvisionnés vendredi par l'entrepôt des Clés-sous-Bois, où près d'1 million de repas sont stockés chaque année et qui permettent d'alimenter les 24 centres des restos dans les Yvelines. Chaque semaine, le centre d'Élancourt peut ainsi recevoir et servir près de 1000 repas. Le nombre monte à 2000 en fin d'hiver et de plus en plus de gens demandent à être bénéficiaires chaque année. C'est des probabilités, mais je pense qu'on va avoir encore, par rapport à l'année dernière, peut-être 8 à 10% d'augmentation. Et là, c'est toutes les situations et toutes les classes. Il y a les jeunes, beaucoup de jeunes, c'est étudiants. Il y a 2 ou 3 ans, les anciens, là, qui sont arrivés en nombre un peu plus important. Maintenant, c'est les jeunes. Les anciens sont toujours là, mais les plus jeunes. Les familles monoparentales aussi, il y en a de plus en plus. Outre l'augmentation chaque année du nombre de demandeurs, les restos devront dès 2015 faire face à un autre problème, la baisse de 50% des aides publiques européennes. Il faudra donc très vite trouver d'autres sources de financement pour l'association lancée par Coluche en 1985. En attendant, plus d'1 million de repas vont encore être livrés cette année dans les Yvelines. Plus que jamais, les restos comptent sur vous. Une journée de sensibilisation au handicap proposée par Renault ce mercredi à Guyancourt. Présentation des derniers véhicules adaptés proposés par la marque aux losanges, dont cet utilitaire que nous devrons voir bientôt à l'image. Le voici, capable d'accueillir 6 personnes et une personne en fauteuil roulant. Aujourd'hui, il se vend rien qu'en France 1000 véhicules transformés. Également des ateliers de sensibilisation auprès des salariés. Une journée qui a aussi été l'occasion de présenter le 6e accord handicap signé par le constructeur automobile et l'ensemble des organisations syndicales. Un accord signé pour 3 ans afin de renforcer les aides financières ou encore d'accroître la formation des managers. 8,33% des 36 000 salariés de Renault sont en situation de handicap. C'est un chiffre assez important, bien plus que les 6% du taux légal pour être remarqué. Chaque année, un budget de 4 millions d'euros. À l'occasion de cette journée de sensibilisation, nous avons rencontré Jérôme. Cet ingénieur est sourd de naissance. Il travaille chez Renault depuis maintenant 8 ans. Je vous propose d'écouter son témoignage. J'ai pu passer par la mission handicap qui m'a aidé à faire intégrer dans l'entreprise chez Renault. Et donc en 8 ans, effectivement au début ça peut être difficile dans mon intégration dans l'entreprise. Ce que moi je retiens en 8 ans chez l'entreprise, c'est il y a 2 ans la mise en place de l'outil Centre Relais de chez Tadeo. Et c'est un outil qu'on a depuis 2 ans et qui donne un accès total au téléphone et surtout participer beaucoup plus dans les réunions. Ce qui est difficile, c'est de trouver le poste qui est compatible au handicap. Il y a des métiers que je ne pourrais pas faire. Et ça, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des métiers qu'on ne peut pas faire et puis d'autres qu'on peut faire. Et maintenant, comme on a l'outil Centre Relais, je pense qu'il y a d'autres métiers que je ne pouvais pas le faire par le passé que je pourrais faire demain. Le but aujourd'hui, avec la sensibilisation, c'est montrer que l'effort, il faut que ce soit mutuel. C'est-à-dire que ça vienne de la personne handicapée, mais il faut que ce soit aussi la personne qui n'est pas handicapée
de faire un petit peu l'effort pour finalement se rendre compte qu'on y arrive ensemble, à travailler ensemble, quoi. Pôle emploi Île-de-France organise jusqu'au 29 novembre les rendez-vous de l'emploi dans toutes les agences de la région. Des job dating sont organisés. Mardi, c'était au tour de l'agence de Guyancourt de mettre en relation employeurs et demandeurs d'emploi. Au total, donc 10 employeurs ont reçu 84 demandeurs d'emploi présélectionnés pour des postes principalement axés sur le commerce. Le directeur de l'agence nous explique l'intérêt d'une telle opération. Alors c'est vrai qu'on avait tendance les autres années à faire des promotions des services Pôle emploi à l'extérieur. Là, on a préféré privilégier faire une opération mais à l'intérieur d'une agence aussi pour permettre aux employeurs de découvrir aussi l'agence. Voilà, une agence n'est pas réservée qu'aux demandeurs d'emploi, elle est aussi pour les employeurs. Donc ça nous permet aussi de montrer notre offre de services aux employeurs. On a fait une recherche de demandeurs d'emploi, on les a donc contactés par téléphone, on a fait des petits entretiens au téléphone, voir leur motivation et tout ça, pour vraiment mettre des profils appropriés par rapport à ce type de recrutement. Les Yvelines comptent 18 200 établissements commerciaux et donc potentiellement autant de baux commerciaux. Ces contrats entre un bailleur et un locataire ont leur spécificité. Et pour mieux l'expliquer, une conférence a eu lieu sur ce thème à la maison de l'entreprise. Reportage de Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. Beau à louer, des panneaux que l'on peut croiser dans l'agglomération saint-quentinoise. Le bail commercial, une proposition d'investissement qui peut séduire, mais il faut bien en connaître les contours. Il y a vraiment sa particularité comparée à un bail d'habitation au profit d'un particulier, en ce sens que le locataire va bénéficier d'un statut protecteur. Il y a une durée qui est de 9 ans, qui se décompose en 3 périodes, et on l'intitule traditionnellement 3-6-9. Pour le bailleur, c'est également un schéma qui est très intéressant, puisque lui, il va compter sur un locataire qui va rester longtemps, et qui va effectivement, théoriquement, lui verser des loyers et des charges, qu'il va pouvoir indexer au fur et à mesure de l'évolution de la conjoncture. Autre protection, si le locataire manque à ses obligations, le bailleur peut entraîner une action judiciaire pour demander la résiliation du bail. La procédure est rapide, environ 4 mois. Un marché spécifique avec des pièges à éviter. Oui, il y a des pièges qui sont vraiment très importants et qui ont trait notamment à la durée précisément, et surtout aux charges et conditions du bail, et particulièrement les clauses qui concernent les travaux, les charges subies par le locataire. Les bailleurs ont parfois tendance à vouloir imposer davantage de charges financières à leurs locataires. Voilà, donc les locataires ont très intérêt à négocier ces clauses-là, ou encore les clauses qui vont avoir attrait, aux travaux qu'ils vont devoir supporter en fin de bail, de remise en état. Voilà. Côté bailleur, il y a des subtilités évidemment à mettre en place aussi, qui sont davantage liées aux garanties du locataire, les garanties financières. Attention donc aux clauses, c'est essentiel, car en général, quand un bail est signé, on ne revient pas dessus. La location, qu'elle soit résidentielle ou qu'elle soit commerciale, elle est très complexe. Et c'est une erreur de penser que c'est quelque chose qui s'invente. Le conseil est vraiment nécessaire. Ou alors, il faut être autodidacte et puis s'être formé soi-même. Mais c'est vrai que ça ne s'improvise pas, franchement. Hier, Avenir 78 était officiellement lancé. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien d'un réseau d'acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui ont décidé de mettre leurs forces en commun. À l'origine du projet, 4 structures qui nous font le plaisir d'être présents avec nous sur ce plateau. Nous avons donc Marie Fiquepal de l'association Ygraine. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Dominique Rosoli de la boutique de gestion, la BGE, pardon. BGE Yvelines. Bonsoir. Cécile Simon d'Yvelines Active, bonsoir. Et enfin, Cindy Becker pour Profession Sport 78. Bonsoir. Bonsoir. Donc on pourrait peut-être citer un 5e organisme, la DIRECT, donc la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, rien que ça, qui soutient également ce projet. Alors l'ESS, on en a déjà parlé dans cette émission, notamment pour évoquer le diagnostic sur Saint-Quentin en Yvelines. Donc, pour rappel, peut-être pour les téléspectateurs, c'est un secteur qui regroupe associations, coopératives, mutuelles, fondations et qui porte principalement sur 4 aspects. La libre adhésion, une lucrativité limitée, une gestion démocratique et participative et une utilité collective ou sociale. Donc, ce point fait, partons sur le projet Avenir 78. Finalement, Marie, peut-être Fiquepal, pourquoi l'avoir mis en place ? Qu'est-ce qui manquait finalement dans le département ?
Alors, le projet Avenir 78, c'est un projet de soutien aux acteurs de l'ESS dans le département qui fédère 4 acteurs complémentaires de l'accompagnement de l'ESS qui sont donc présents ici. Donc, chaque structure, je pense, se présentera et indiquera les actions. Voilà. Pourquoi le projet Avenir 78 ? Parce que il manquait d'un projet qui rassemble juste... Qui structure peut-être le secteur ? Qui structure, qui rassemble au sein d'un même réseau les acteurs de l'ESS des différentes parties des Yvelines. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'entre le Montois, entre Saint-Quentin en Yvelines et entre d'autres parties des Yvelines, les acteurs de l'ESS... Voilà, il n'y avait pas forcément de cohésion, il y avait une fragmentation entre les acteurs. Les acteurs avaient peu d'espace d'échange de bonnes pratiques, ne sont pas forcément au courant des formations qui existent, des dispositifs d'accompagnement qui existent. Donc là, on va pouvoir avoir un organisme finalement unique vers lequel se tourner. Tout à fait. Alors, on va peut-être faire un tour de table, du coup, pour expliquer un petit peu les actions de chaque organisme, qui, du coup, servira à l'ensemble du secteur. Donc, on peut commencer peut-être avec... la BGE, pour commencer. Ouais. D'accord. Donc, BGE Yvelines est une association dont l'objectif principal est le soutien à la création d'entreprises. Donc, nous existons sur le département depuis maintenant 20 ans. Et nous avons un maillage assez fin du territoire, puisque nous sommes sur 10 lieux de permanence, dont Saint-Quentin en Yvelines à la maison de l'entreprise. Donc, comme je vous le disais, c'est le soutien à la création d'entreprises. Et puis, depuis maintenant 10 ans, nous portons un dispositif qui s'appelle le DLA, dispositif local d'accompagnement, dont l'objectif est de soutenir les associations, notamment, dans le développement de leur activité et la pérennité de leur emploi. C'est pour ça qu'on s'inscrit très largement dans l'ESS et nous avons effectivement souhaité contribuer à ce projet par 2 grands biais. Le premier, ce sera le soutien aux missions locales qui ont pour mission d'accompagner les structures, les jeunes qui souhaitent travailler dans ce secteur et les associations qui souhaitent donc faire appel à eux via les emplois d'avenir. Donc un soutien auprès de ces acteurs-là. Et puis un autre type de projet qui consiste à soutenir plus franchement les associations qui souhaitent embaucher ces jeunes en emploi d'avenir en leur proposant des échanges de bonnes pratiques et en leur proposant également des formations très spécifiques et notamment des formations sur le savoir-être parce que le savoir-faire c'est une chose, ça s'acquiert, le savoir-être aussi. Notamment dans ce secteur. Dans ce secteur comme dans tous les secteurs, mais effectivement là c'est quelque chose qui est remonté de façon assez forte comme un besoin prégnant. Donc nous avons souhaité nous mobiliser pour répondre à cette problématique. Alors Cécile Simon, donc pour Yvelines Active. Oui, alors Yvelines Active est une association loi 1901 qui a été créée en 2009 à l'initiative du Conseil général de la Caisse des dépôts et de France Active, qui est le premier réseau solidaire de financement en France. Et nous avons surtout des aides financières peut-être voilà, dans le secteur de l'ESS. On a 2 secteurs d'activité, donc on intervient auprès des très petites entreprises pour le soutien à la création d'entreprises en les finançant et également auprès des entreprises de l'économie sociale et solidaire à travers des financements qui sont soit des garanties de prêts bancaires, soit des apports en fonds propres. On peut soutenir donc les associations en leur apportant un financement qui va aussi bien financer les investissements que le financement de trésorerie et qui interviendra quel que soit le stade de développement de l'entreprise, que ce soit aussi bien en termes d'émergence que de création, que de développement ou de consolidation. Voilà ce que l'on fait sur l'économie sociale et solidaire. Et dans le cadre du projet Avenir 78, on a souhaité contribuer à ce projet autour de 2 actions, notamment une action qui est la création d'une base de données qui a pour objectif en fait de répertorier les structures de l'économie sociale et solidaire qui existent dans le département afin de pouvoir promouvoir l'économie sociale et solidaire et développer et puis peut-être les emplois. Les entreprises et
interagir peut-être également. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, après le relais va être pris en fait par Ygraine qui va assurer la promotion de l'économie sociale et solidaire, mais aussi ça pourra servir aux autres partenaires, mais aussi aux institutionnels qui voudront diffuser de l'information. Ça, c'est la première action. Alors, on va vraiment et dans le cadre de la deuxième action, pour laisser la voix à votre collègue également. On intervient à travers la mise en place de diagnostics financiers pour les associations qui veulent employer un emploi d'avenir et qui s'interrogent sur comment je vais le pérenniser ou quel va être l'impact financier. Et donc pour aider du coup à mettre cette on va faire un accompagnement gratuit pour les structures d'une durée de 2 jours pour les aider dans la partie financière essentiellement. Très bien. Voilà. On va laisser la fin du coup à Cindy Becker pour Profession Sport 78. Vous aussi, vous vous attachez particulièrement, et je crois que c'est à la base pour ça que vous êtes tous réunis, à finalement pérenniser et à développer ces emplois d'avenir, ces contrats aidés. Voilà, essayer de faire en sorte que les associations se décident à signer des contrats en emploi d'avenir. C'est vrai que, nous, directement dans le cadre de ce projet, nous mettons en place en fait 15 réunions d'information entre octobre de cette année et septembre 2014 sur tout le territoire des Yvelines pour que les dirigeants d'associations viennent nous voir, nous écouter et se rendre compte que signer un emploi d'avenir, finalement, c'est possible. C'est vrai que dans les premiers temps de la mise en place du dispositif, il y avait beaucoup de leviers, de freins. Il n'y avait pas de réponse à l'époque parce qu'il fallait le temps que tous les partenaires se positionnent. Ils sont désormais tous positionnés, et c'est vrai que maintenant, il y a des réponses au financement de la formation, il y a des réponses à l'accompagnement des tuteurs, à la mutualisation de l'emploi quand on n'arrive pas à atteindre le temps plein. Voilà, il y a vraiment tout un ensemble de réponses et les Yvelines sont riches en fait en termes de structures ressources pour accompagner les dirigeants dans cette politique-là. On est vraiment pris par le temps. Juste pour finir, du coup, pour vous contacter, on va vers quand même chaque organisme pour le moment. Oui, en fait, je vous montre. Je ne sais pas si on peut la. On verra pas. Mettre en zoom. Trop petit. Dans ce cas-là, on se tourne vers chaque organisme en fonction des actions à rechercher. Et vous pourrez du coup les aiguiller. La plaquette sera en ligne. Oui, voilà. La plaquette sera en ligne et tous les contacts de tous les partenaires seront donc en ligne. En ligne, très bien. Merci beaucoup à toutes les 4 d'être venues. Un peu court du coup pour vous faire parler toutes les 4, mais merci à vous. On passe tout de suite au dossier de la semaine. Entreprendre, innover, être son propre patron, un projet que Louis et Guillaume ont voulu mettre en place rapidement. Ils n'ont pas attendu d'avoir terminé leurs études pour décider de créer leur propre société. Elle a vu le jour lorsque Louis était encore en master dans une école de commerce, un master spécialisé entrepreneuriat. Les coachs qui nous accompagnent sont des entrepreneurs qui ont déjà créé leurs entreprises, souvent plusieurs. Ils connaissent un peu tous les tenants et les aboutissants de la création d'entreprise. Et ils arrivent à avoir une vision assez directe de on a tel projet, quelles vont être en face les problématiques, et puis surtout par quel bout prendre la chose. Parce que c'est vrai qu'on a un projet très bien, on veut aller là, mais on ne sait jamais par quelle étape il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans une première chose. Donc c'est vraiment toute cette partie d'aiguillage qui est assez important. Le problème, c'est que ce genre de cursus existe essentiellement en école de commerce et dans quelques écoles d'ingénieurs. C'est l'une des 4 mesures principales annoncées par le gouvernement le mois dernier. Un parcours de formation entrepreneuriale sera dorénavant proposé à tous les étudiants et pour chaque cycle. Licence, master et doctorat. Les projets de création seront aussi mieux reconnus grâce à l'attribution de crédits ECTS. Arnaud, lui, est passé par une école d'ingénieur. C'est lorsqu'il était étudiant à 23 ans qu'il a eu l'idée de sa société actuelle, AssoConnect. Un site web qui regroupe une série d'outils simples et intuitifs pour permettre aux associations de créer leur site web rapidement. Il a là un avantage majeur, créer son entreprise sur le web ne nécessite pas un gros capital au démarrage. Autrement dit, le financement n'est pas un frein. C'est pratique de ce point de vue-là, parce qu'on n'a pas besoin d'acheter de produits, pas de stock, pas de magasin. Il suffit d'un ordinateur, de quelques compétences techniques et de beaucoup de temps. Et puis on peut rapidement créer un produit qu'on peut en quelques semaines déjà montrer à des utilisateurs. Donc ça, c'est vrai que c'est génial. Internet, un véritable vivier de création d'entreprises pour les jeunes. Amine Cheli est professeur entrepreneuriat.
Dans son école, 80% des étudiants créateurs de sociétés le font sur le web. D'après lui, le financement n'est absolument pas la difficulté majeure pour créer sa société. Aujourd'hui, il y a énormément de projets et de pistes pour avoir des idées de création d'entreprise qui ne demandent pas d'investissement financier extrêmement élevé. Juste une bonne idée, une bonne connaissance d'un marché et puis surtout un business model original, innovant, voire disruptif, c'est-à-dire qui change les habitudes de comment on consomme ou comment on achète ces produits. Le gouvernement veut tout de même tenter d'alléger les charges financières pour les jeunes porteurs de projets. Il s'agit de la deuxième mesure annoncée. Avec un nouveau statut d'étudiant entrepreneur, ils pourront être couverts et cotiser à la sécurité sociale étudiante encore 1 an après leur formation. Arnaud, lui, a surtout eu du mal à s'organiser lors de la création de son projet. Avec ses 4 coéquipiers, il a fallu se compléter et répartir les rôles. Ça, c'est un des aspects les plus compliqués de l'entrepreneuriat, c'est le management. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout à l'école. Manager une équipe, coordonner une équipe, s'organiser, faire en sorte de répartir les tâches. Ça, c'est une des vraies difficultés de l'entrepreneur. Donc oui, on apprend sur le tas, on lit, on se fait conseiller par des entrepreneurs expérimentés, et puis ça fonctionne, quoi. Le plan en faveur de l'entrepreneuriat étudiant a un objectif annoncé. En 4 ans, il faudrait parvenir à 20 000 créations ou reprises d'entreprises par des jeunes issus de l'enseignement supérieur. Pour autant, en France, il existe déjà plusieurs initiatives, notamment en termes d'accompagnement des jeunes créateurs. Parmi les structures existantes, les incubateurs très présents dans les écoles de commerce. On va donner les moyens aux porteurs de projets ou à l'équipe d'être accompagnés, de ne pas être isolés. Le principe d'un incubateur aussi, c'est d'être entre créateurs d'entreprises, c'est-à-dire de côtoyer et d'échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques, qui sont aussi dans un processus de création et à différents stades souvent, donc de pouvoir aussi s'entraider, de pouvoir parfois même avoir des relations d'affaires. Ça, c'est entre eux. Être accompagné, se constituer un réseau, créer son entreprise est un travail long, minutieux et très prenant. Pour nos 2 jeunes entrepreneurs yvelinois, être étudiant à ce moment-là a été plutôt bénéfique. C'est un risque si on a quelque chose à risquer. Aujourd'hui, on n'a rien à risquer, on part de zéro, on part d'une page blanche. À l'époque, on était encore étudiant, donc on n'a pas de charge familiale ou toute charge possible. Et je dirais qu'on part de zéro, on n'a clairement rien à perdre. Un petit peu d'économie de côté, mais voilà, si on les perd, au final, on les retrouvera derrière d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas des sommes importantes. Commencer tôt, c'est une vraie chance et une vraie opportunité. Commencer en étant jeune, finalement, le risque est très faible. On ne s'en rend pas compte, mais on prend beaucoup moins de risques. On est accompagné. Les gens ont envie de vous aider gratuitement. Ça, c'est génial. Pour être entrepreneur, il faut être fondamentalement optimiste. Ça, c'est hyper important. Et puis pas s'abattre au premier échec, quoi. C'est pas grave, on avance. L'échec, justement, la peur bleue des jeunes créateurs. Si Arnaud n'en fait pas une fatalité, c'est loin d'être le cas pour tous les jeunes entrepreneurs de France. C'est en tout cas le sentiment d'Alain Bloch, directeur de Master HEC Paris. Selon lui, le problème de l'échec mérite d'être mieux traité sur le territoire. L'échec, qui est probablement la chose qui fait le plus peur à nos étudiants, reste entouré en France d'un parfum très différent de celui dont il est entouré par exemple dans les pays anglo-saxons. L'échec fait partie du parcours dans les pays anglo-saxons. C'est une source d'apprentissage. En France, ça reste encore souvent une tâche sur le CV et ça c'est vraiment dommage, quoi. Je crois qu'il faut vraiment que ce pays tente tous ses efforts pour qu'on accepte l'échec entrepreneurial et que même on le valorise. Un thème pour le moment non abordé parmi les mesures du gouvernement. En revanche, dans une 3e mesure, la ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé la création d'un prix tremplin entrepreneuriat. Il sera attribué aux meilleurs projets dans le cadre d'un concours national. Des projets issus des nouveaux pépites. C'est là la 4e et dernière mesure du plan d'action. Le lancement des pépites, qui sont des structures qui sont intéressantes, bien sûr, mais encore faut-il que les personnes qu'on trouve, les formateurs, qu'on trouve les enseignants, qu'on trouve les coachs, les accompagnateurs, qui ont l'esprit entrepreneurial pour pouvoir aider les jeunes, pour pouvoir les accompagner, parce que c'est une masse hyper importante qui peut arriver. Et donc cela, il faut le préparer bien avant
effectivement de lancer pour dire voilà, tout le monde est capable d'eux. Et ces mesures-là sont effectivement très intéressantes, à notre sens. Elles vont dans le bon sens. Cependant, en revanche, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Selon un rapport issu des Assises, en France, seuls 4% des créateurs d'entreprises sont passés directement du statut d'étudiant à celui de créateur. Et à noter donc qu'un plan pourrait être mis en place pour aider les entrepreneurs étudiants dès début 2014. C'est la fin de ce fil éco. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée.